Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un point lecture consacré intégralement au titre que j'ai lu dans le courant du mois d'avril, dans le cadre du challenge qui était proposé par Céline Lecture, avril autour de la SF. Je vous remettrai en barre d'informations le compte Instagram de Céline. Si jamais vous n'avez pas suivi, elle a donc proposé durant tout ce mois des paliers à atteindre en fonction du nombre de lectures que vous faisiez, sachant que son challenge était ouvert à la fois aux romans, aux bandes dessinées, aux mangas, aux comics, mais également aux séries télé et aux films. Donc tout l'objectif étant de partager principalement autour des univers de science-fiction. Dans le cadre de ce challenge, j'ai lu 8 romans et on va donc démarrer tout de suite. Vous allez voir que malheureusement pour moi, je suis loin de n'avoir eu que des bonnes lectures sur ce challenge. On va démarrer par peut-être le titre vraiment qui a été la plus grosse déception pour moi. Ça a été Génocidal Organe de Project Ito, c'est publié chez Pika Roman. Dans ce roman, en tout cas dans la 4e, on me dit que je vais suivre, suite à un attentat terroriste, une société un peu totalitaire dans laquelle la surveillance est devenue monnaie courante. On a tellement peur qu'il y ait des attentats terroristes que tout le monde est surveillé tout le temps. Alors oui, c'est vrai. Par contre, dans ce texte, on va principalement suivre un homme qui s'appelle... Est-ce que je vais me rappeler de son nom? Non, je ne veux pas m'en rappeler, je ne vais pas chercher, je ne le retrouverai pas de toute façon. Un militaire dont le travail, lui, est de traquer et de tuer au nom d'un service secret américain des gens qui sont dangereux pour l'humanité. Voilà, donc en gros, il est dans des services secrets. Et en fait, on va lui demander de traquer un homme en particulier qui s'appelle John Paul et qui, en gros, serait à l'origine de beaucoup de génocides ou de morts dans différents pays. Déjà, j'ai eu un petit peu de mal avec l'écriture. L'écriture de Project Ito, j'ai eu un petit peu de mal. C'était assez froid. Le personnage principal, on va être dans sa tête en permanence. Je ne m'y suis pas attachée, mais clairement ce qui m'a le plus dérangé, c'est simplement qu'on est dans cet univers des espions, de la CIA, tout ce genre de choses que moi personnellement je suis pas hyper fan. Et donc je m'attendais vraiment à être bien plus dans de la science-fiction, mais je me retrouve bien plus dans un espèce de roman d'espionnage. Et clairement moi c'est pas franchement quelque chose que j'apprécie de lire. Je crois que le seul que j'avais lu qui m'avait plutôt plu c'était Je suis Pilgrim. Voilà, malheureusement, je suis pas une grande adepte des histoires d'espionnage et on est vraiment beaucoup dans ce roman. Du coup, j'ai pas particulièrement adhéré. Voilà, et puis la science-fiction finalement, elle est en toile de fond, c'est pas vraiment le cœur de l'histoire. Voilà, moi ça m'a pas trop branché. Donc voilà, par contre, je pense que ceux qui aiment les histoires d'espionnage, voilà, je pense que ça sera probablement beaucoup plus leur came que moi. Donc pour moi, c'est un flop, mais bon. Des choses qui arrivent malheureusement. Deuxième titre qui l'a très moyennement fait, qui a aussi été une déception, c'est Les bras de Morphée de Yann Bécu. C'est publié aux éditions de L'Homme sans nom. Donc tout d'abord, mention spéciale pour l'objet livre avec cette couverture. Alors est-ce que j'ai le nom de la personne qui s'en est occupée? François-Xavier Pavillon. Voilà, j'aime bien les citer parce que franchement quand on a des couves aussi réussies que ça, donc on a ça, et puis derrière on a un très joli chronomètre qui évoque la particularité de ce roman. On a des rabats comme ça, je vais tomber le marque-page avec ça à l'intérieur, enfin voilà, c'est un très joli objet livre, hein. Déjà ça c'est mention à l'objet. Juste, on a aussi voilà, des jolis en-tête comme ça qui évoquent un petit peu, peut-être un peu une éclipse, pourrait-on dire, ou la lune peut-être. Bref, en tout cas, l'objet livre est très chouette. Ici, on est également dans un univers de science-fiction dans lequel un virus s'est répandu à travers toute la Terre. Ce virus s'appelle... Est-ce que on a le nom du virus? Eh bien, je ne sais plus. En tout cas, c'est un virus qui fait dormir de plus en plus les êtres humains. Donc, vous vous doutez bien que, les êtres humains s'endormant sans prévenir, l'humanité est un peu partie... j'allais dire en déliquescence, hein, quand vous dormez 23 heures sur 24, bah forcément l'heure qui vous reste, vous pouvez pas faire grand chose, hein, donc voilà. Il y a quelques hommes, ou femmes d'ailleurs, hein, qui ne dorment pas, ne sont pas touchés en totalité par le virus. Notre personnage principal qui s'appelle Pascal Frimousse est un
de ces hommes, puisque lui, il ne dort que 12 heures par jour. Le reste de ces 12 heures, il peut donc avoir une vie quasi normale. C'était un ancien professeur de français. Et puis, également en complément de son activité, puisque vous vous doutez bien que même l'éducation, finalement, elle est complètement métamorphosée. Il exerce une autre activité, c'est un troll professionnel. Il est donc chargé de chasser ou de retrouver certaines personnes ou certains objets. Déjà, pour moi, un des points positifs, clairement, c'est l'idée du virus. Cette maladie qui vous fait dormir, en plus, elle vous fait dormir instantanément. Voilà, il n'y a pas de pré-sommeil. En fait, vous dormez ou vous dormez pas. Ils ont souvent des montres, voilà, où en gros, ils savent que dans 20 minutes, il faut dormir, donc il faut qu'ils se mettent dans un endroit où ils puissent s'allonger et dormir, sinon ils tombent presque raides morts. On a aussi toute une description du coup de comment la société a évolué et s'est transformée en tenant compte de cette particularité où les êtres humains dorment de plus en plus. Ça, c'était vraiment très très chouette. Après, le style de l'auteur, il est fluide, ça se lit malgré tout bien. Par contre, moi, ce qui m'a pas du tout accroché dans cette histoire, c'est qu'on a de l'humour, mais de l'humour un petit peu... alors moi, vous savez, j'aime bien l'humour noir, j'aime bien ce genre de choses. Là, on est un petit peu, j'aurais tendance à dire, un peu de l'humour à la Tonton Flingueur, et moi, en roman, c'est quelque chose avec lequel j'ai un petit peu de mal. On a notamment un personnage secondaire qui s'appelle Michel, qui fait beaucoup de blagues qui, moi, ne m'ont pas fait rire. Je suis désolée, ça m'a pas accroché du tout. Ce personnage secondaire, je l'ai trouvé très très lourd et il m'a fortement agacée. Et puis, on a également, alors même si le roman est court, on a finalement plein de petits fils rouges à l'histoire principale qui vont faire que le lecteur va, enfin en tout cas moi lectrice, je me suis perdue dans ces fils rouges, dans ces digressions permanentes, dans ces espèces de petites histoires annexes qui finalement n'apportent rien à l'histoire principale. Voilà, ça m'a pas plus que ça. J'avais hâte de revenir à la trame principale et puis finalement la fin ne m'a pas non plus enjaillé plus que ça. J'ai trouvé que c'était un petit peu facile. Il y a des personnages secondaires, notamment la femme de Frimousse qui est pas très développée non plus. Bon, après elle dort beaucoup donc c'est un peu dommage. On a quelques conséquences de l'endormissement dans les relations entre les hommes qui sont évoquées que j'ai trouvé vraiment très intéressantes aussi. Donc voilà, j'ai bien aimé le contexte, j'ai bien aimé l'idée de base, mais malheureusement le traitement qu'en a fait l'auteur ne m'a pas convaincue. J'ai vu qu'il sortait un titre là très très prochainement, s'il n'est peut-être pas déjà sorti aux éditions de l'Homme sans nom. Honnêtement, je me le procurerai peut-être pas en grand format, à l'occasion s'il sort en poche ou si j'ai l'occasion de le découvrir, peut-être pourquoi pas en e-book également, mais en tout cas je me précipiterai pas sur un autre titre de cet auteur, en tout cas pas pour le moment. Voilà, mais voilà, moi je vous invite à le découvrir parce que ce qui moi ne m'a pas plu, notamment le côté un petit peu humoristique, j'ai vu que ce titre avait de très très bonnes notes, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont accroché à cet humour, donc voilà, comme toujours je vous invite fortement à vous faire votre propre opinion de ce titre, bien sûr. Ça me reste toujours que mon avis à moi, et moi j'ai pas accroché, mais je doute pas qu'il y a plein d'autres personnes, je l'ai vu sur les avis, qu'il y a plein de gens qui avaient adoré, c'est ce côté un petit peu décalé, un petit peu humoristique. Moi c'est quelque chose auquel j'ai un petit peu de mal, donc ça l'a moyennement fait. Troisième titre qui m'a un petit peu déçu également, c'est le nouveau Tom Sweeterleach, c'est Demain et le jour d'après que Albin Michel Imaginaire m'a très gentiment envoyé, je les en remercie. J'avais lu Terminus de cet auteur que j'avais bien aimé. Voilà, vraiment, j'avais trouvé ça intéressant. L'idée générale était plutôt chouette. Ici, dans Demain et le jour d'après, on va suivre un homme qui s'appelle John Dominic Blackstone. Au début de l'histoire, on apprend qu'une bombe atomique a éclaté, je crois que c'est à peu près 7 ans avant le démarrage de l'histoire, dans la ville de Pittsburgh. Elle a donc bien évidemment ravagé tout sur son passage. 7 ans après, notre personnage principal a perdu sa femme donc lors de cet attentat terroriste et il a énormément de mal à passer à autre chose, à avancer. La mort de sa femme l'a complètement détruit. Il a également, ce qui n'aide pas à lui faire passer ces différentes étapes du deuil, c'est qu'il a la capacité, via un système qui s'appelle l'archive, de retourner dans Pittsburgh. Alors c'est un système qui a été créé, à ce qu'on comprend dans l'histoire, grâce un peu à toutes les caméras de surveillance, à tout ce qui était filmé dans la ville. Ils ont recréé une espèce d'univers parallèle
où on peut retourner dans la ville de Pittsburgh et revivre plein d'événements. C'est ce que lui fait beaucoup, notamment de par son métier, parce que son métier, c'est... il est enquêteur pour une compagnie d'assurance et on lui demande de retourner dans Pittsburgh pour élucider certaines morts ou certains événements, puisque les compagnies d'assurance ne veulent essayer de ne pas payer toutes les indemnités qu'ils devraient payer. Et du coup, il est embauché pour, eh bien, soit pour aider les compagnies d'assurance à prouver que qu'ils ne doivent pas verser les indemnités, soit au contraire qu'ils doivent verser l'indemnité puisque les personnes sont bien décédées comme les récalcitrants l'expliquent. Bref, il est embauché par des compagnies d'assurance et lui, du coup, il en profite également à travers son métier pour bien revivre les événements qu'il a vécu avec sa femme. Donc vous vous doutez bien que quand on a perdu quelqu'un, c'est extrêmement compliqué de passer à autre chose quand quasiment on peut revoir sa femme tous les jours comme si elle était encore là avec lui. Il va, lors d'une de ses enquêtes, tomber sur le corps d'une jeune femme. Ce corps il va être complètement fasciné, complètement obsédé par ce corps. Qu'est-ce que fait cette femme-là, cette jeune femme-là? Et du coup, ça va l'emmener dans une enquête dans laquelle il va bien être obligé de participer. Alors déjà, donc, j'ai lu ce titre également, j'ai oublié de vous le préciser, en lecture commune avec Céline Lecture et Monsieur Cabric, Dorian. Je vous mettrai leur Insta et leur chaîne YouTube pour Dorian en barre d'informations. Lecture commune, très sympa. On est globalement tous les trois du même avis finalement. L'univers proposé par l'auteur, il est extrêmement intéressant. Cet univers d'anticipation où la technologie est ultra présente, on vous met dans la tête quelque chose qui est relié à votre œil. On vous ouvre, hop là, votre tête, on met un truc technologique et à travers votre œil, vous allez voir en permanence, vous allez être sollicité en permanence par des publicités, par des images non sollicitées. Par exemple, vous allez regarder un objet, on va vous proposer de l'acheter, on va vous proposer des objets similaires. Vous allez voir quelqu'un, on va vous proposer immédiatement son compte Instagram ou son équivalent dans cet univers. Si vous avez des relations en commun, on va vous les proposer également. Bref, votre cerveau, votre œil, il est hyper sollicité en permanence, il n'est jamais au repos. Et on est également dans une société qui est hyper violente et hyper sexualisée. Vraiment, tout est extrêmement lié au sexe, par exemple. Il y a notamment, moi, une scène qui m'a un petit peu choquée au démarrage, c'est que la présidente des États-Unis est donc une femme. Et le jour de son élection, en parallèle de son élection, les gens reçoivent via les réseaux sociaux une sextape de cette présidente qui tourne en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Comme j'avais mis sur ma chronique Insta, en fait, vous avez une espèce d'hypersexualisation de la société et ça en était, en tout cas moi j'ai ressenti comme ça, assez écœurant en fait. Vraiment, j'étais un peu nauséeuse presque par moments, il y avait trop de sollicitations. C'est vraiment quelque chose qui m'a fortement dérangée sur la première partie du roman, je vous le cache pas. À chaque scène, à chaque page, vous avez des mots vulgaires, vous avez des termes sexistes, des commentaires, enfin voilà, ou des événements qui se passent comme la sextape de la présidente. Vous avez également une grande représentation des marques et de la ville de Pittsburgh sous tous ses angles. Vous avez toutes les villes, tous les magasins, toutes les enseignes qui y sont présentes. Moi, je connais pas du tout la ville de Pittsburgh, donc pour moi, ça ne m'évoquait absolument rien. Pourquoi pas, même limite, il aurait peut-être même fallu mettre une carte au début pour nous aider peut-être davantage à nous repérer. Bref, c'est presque un détail. Donc cette première partie-là, qui était vraiment l'explication de l'univers dans lequel vit notre personnage principal, un univers dans lequel moi, j'aurais pas très envie de vivre, clairement. Il est complètement, alors il est en dépression, il est malheureux, et en plus, il a cette hyper sollicitation en permanence qui est vraiment assez fatigante. En plus, l'écriture de l'auteur... Alors, ce roman-là a été écrit avant Terminus, il faut le préciser. L'écriture de l'auteur, elle est également, je trouve, assez froide et elle-même assez déprimante. Dans Terminus, j'avais également ressenti ça, ce côté un petit peu glauque et déprimant. Ici, on sent complètement que le personnage principal, il est en dépression, il va pas bien du tout. Et l'écriture, elle est vraiment... elle le retranscrit très très bien. Ça, c'est presque ce qui m'a plu. Après, malheureusement, je dois bien avouer que la deuxième partie du roman, qui est un petit peu plus l'enquête autour du corps que donc notre personnage principal va découvrir, l'enquête, elle m'a pas emballé plus que ça. Finalement, en tout cas, quand vous êtes habitué ou quand vous lisez du thriller ou du roman policier, l'enquête, elle est sans surprise. Vous voyez très bien là où vous allez. Vous avez également une ou deux scènes très très choquantes qui sont dans la deuxième partie du roman,
Est-ce qu'elles étaient vraiment très utiles? Parce que finalement, le grand méchant de l'histoire, on le sait que c'est un grand méchant. Est-ce que cette scène était vraiment très très utile? Je sais pas, je suis pas forcément certaine, mais en tout cas, elle va bien avec cet univers bien glauque et bien trash. La fin, je n'ai pas adhéré non plus plus que ça. Il y a quelque chose que fait le personnage féminin que je n'ai pas bien compris. Pourquoi fais-tu ça? Je sais pas, je n'ai pas compris pourquoi elle faisait ça. La morale de finalement de cette histoire, elle est également un petit peu étrange. Voilà, globalement, vous avez compris, ça n'a pas été une excellente lecture. Je suis restée un peu sur ma faim, j'en suis fort déçue. Est-ce que je relirai du Tom Sweeterlich? Peut-être, sachant que celui-ci a été écrit avant Terminus. C'est vrai que du coup, c'est vrai que Terminus, moi je trouve est quand même un cran au-dessus, mais voilà, j'ai vu un peu comme les bras de Morphée, j'ai vu des retours également positifs sur ce titre, donc voilà, bien évidemment, je vous invite également à le découvrir et à vous faire votre propre avis. Je remercie encore Albin Michel, bien évidemment, de m'avoir envoyé ce roman. Et merci également à mes compagnons de lecture commune de m'avoir aidé également à débriefer ce roman tous ensemble. C'était fort sympathique. Nouvelle lecture, alors là je vais me faire jeter des cailloux. J'ai lu La Route de Cormac McCarthy, donc moi j'ai l'édition du Point avec la couverture tirée du film. Ici, si jamais vous ne connaissez pas La Route, vous allez être dans un monde post-apocalyptique et on va suivre un homme et son fils qui essaient de traverser les États-Unis vers le sud pour essayer d'y trouver un monde meilleur, en tout cas un petit peu plus accueillant que celui dans lequel ils vivent. Je dois bien avouer que ça a été également une déception, décidément. C'est pas de chance, mais ce sont des choses qui arrivent. Je n'ai pas particulièrement adhéré à la plume de l'auteur, que j'ai trouvée très froide. J'ai pas eu beaucoup d'empathie pour ce père et son fils. Je ne sais pas vraiment à quoi c'est dû. Je pense vraiment que l'écriture de l'auteur est assez froide finalement. Et moi, même si je suis maman, j'aurais pu être extrêmement touchée par ce papa qui fait énormément de choses pour son fils. Ben non, avec moi c'est passé à côté, je n'ai pas été touchée, je n'ai pas été émue. On retrouve beaucoup de codes du post-apocalyptique, l'être humain qui devient complètement fou, la violence, la mort, enfin voilà, toutes ces choses qu'on retrouve dans tous les post-apos, mais ici on n'est pas vraiment dans le vrai intérêt de l'histoire. Je pense que le vrai intérêt de l'histoire c'est vraiment le lien entre ces deux personnages, et si vous n'êtes pas touché par leur relation, malheureusement, ça fait ce que moi j'ai vécu, c'est-à-dire c'est un petit flop, puisque ça se lit très bien. Alors juste petite mention, il n'y a pas de chapitre. Il n'y a aucun chapitre, vous allez avoir les événements comme ça à la suite des autres. C'est vrai que du coup, le fait qu'il n'y ait pas de chapitre, ça rend la lecture assez addictive malgré tout, parce que vous avez envie de savoir comment ils vont avancer, est-ce qu'ils vont réussir, est-ce qu'ils vont pas réussir, est-ce qu'ils vont surtout réussir à affronter les autres humains. Finalement, le pire dans ce roman, ce sont les autres êtres humains, clairement. Est-ce que parfois ils vont rencontrer des gens agréables ou pas? Est-ce que ces gens agréables vont essayer de les arnaquer ou pas? Voilà, le post-apo finalement classique, mais le vrai cœur, ça reste la relation entre ces deux personnages. Et moi, non, moi ça l'a pas fait plus que ça. Je pense que c'est principalement dû à l'écriture de l'auteur, qui pour moi reste assez distante. Alors est-ce que le fait qu'on n'ait finalement pas tellement de contexte par rapport à leur vie à tous les deux peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, moi je suis malgré tout cependant contente de l'avoir lu. Ça reste un grand classique de la littérature. Mais je suis très très loin de la hype qu'ont certains romans certains lecteurs autour de ce roman, et c'est un petit peu dommage. Mais voilà, je suis malgré tout très très satisfaite de l'avoir lu, puisque ça reste un grand classique. Un autre roman qui est un grand classique et qui ne m'a pas particulièrement emballé, c'est Le Maître du Haut Château de Philippe Cadic, que j'ai aux éditions J'ai lu. On est ici dans une uchronie où on imagine que ce sont les nazis qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale et ils ont donc envahi l'ensemble de la Terre. On a d'un côté les nazis et de l'autre côté les Japonais qui se sont partagés un petit peu l'ensemble de tous les pays. Alors déjà, pour moi, le point positif, c'est cette uchronie qui est... alors, est-ce que c'est original? On en a vu malgré tout beaucoup. La thématique où les Allemands ont gagné la guerre, elle est très présente en science-fiction. Il a été écrit en 1962, donc peut-être qu'en 62, c'était pas encore aussi répandu que... Enfin,
aussi répandu. Oui, dans les uchronies, en tout cas, c'est une chronique qu'on retrouve beaucoup. Enfin, je ne sais pas. Mais donc c'était intéressant. Voilà, cette manière en plus de traiter le fait que les nazis aient gagné la guerre en découpant vraiment la terre en plusieurs morceaux. Donc on est principalement aux États-Unis. Les États-Unis sont sous domination intégralement japonaise. Donc on a cette espèce de choc des cultures entre le Japon et puis le monde occidental, qui est assez originale et assez rigolote. Je pense que peut-être les gens qui ne sont pas familiers avec la littérature, pas du tout, la culture japonaise, ont peut-être des choses qui vont leur paraître étranges. Moi, étant un petit peu plus familière, hein, sans très très loin de tout connaître, mais en tout cas, les codes qui sont utilisés ici, je les connais plutôt bien, ne serait-ce que par rapport à la culture. C'est assez intéressant. Peut-être que ceux qui la connaissent pas pourront par moments être un petit peu perdus, mais en tout cas, moi, ce côté-là m'a pas dérangé. Qu'est-ce qui ne m'a pas plu dans cette histoire? Finalement, j'ai eu beaucoup de mal à trouver quel était l'objectif de ce roman. Sorti de l'Uchronie en elle-même, voilà, les Allemands ont gagné la guerre, on en est là, voilà ce qui s'est passé, et voilà où on en est aujourd'hui, comment le monde a évolué. Au-delà de ça, j'ai vraiment eu du mal à trouver le fil narratif, quel est l'objectif, où est-ce que l'auteur veut m'emmener. Je suis pas certaine d'avoir bien compris ni finalement où est-ce qu'il m'emmenait, quelle était la finalité, la fin, je suis pas non plus très très certaine de l'avoir bien comprise. On a à la fin de cette édition une petite partie explicative que j'ai lue un petit peu en travers, qui m'a pas beaucoup éclairée. Donc voilà, je suis un peu sceptique sur ce titre. C'est le deuxième ou le troisième roman que je lis de cet auteur. Et à chaque fois, je suis un petit peu peut-être pas perdue, mais à chaque fois, il me laisse un peu sur ma faim, un peu étonnée, un peu surprise. À chaque fois que j'ai lu un de ces titres, je peux pas vraiment dire que les titres que j'ai lus de Philippe K. Dick jusqu'à présent m'aient tous emballé. En tout cas, ils ont tous le mérite de m'avoir fait réfléchir. Ça, c'est absolument certain. Et c'est pour ça aussi que je continue, parce que à chaque fois, en plus, ces histoires sont extrêmement différentes. Et malgré tout, ça reste intéressant, voilà, ça reste un classique. Je suis également, tout comme La Route, je suis très contente de l'avoir lu. Donc, je me suis un petit peu perdue dans cette histoire, mais cependant, ce qui était très étrange, c'est que même si j'étais par moments un peu perdue, il y a également un côté addictif, parce que vous allez suivre plusieurs personnages, et j'avais vraiment envie de savoir malgré tout où est-ce que l'auteur allait m'emmener, donc je l'ai quand même lu dans un délai assez rapide. Et j'ai absolument pas envisagé de l'abandonner, j'avais vraiment envie de savoir où est-ce qu'il allait m'emmener. C'est juste qu'à la fin, quand je suis arrivée à la fin, je me suis dit, mais en fait, même là où je suis arrivée à la fin, je comprends pas tout, en fait. Donc, voilà, je suis un petit peu, enfin, je sais pas trop où le mettre, ce titre, en fait. Est-ce que ça a été, alors, une bonne lecture? Oui, clairement. Je peux pas nier que j'ai passé un bon moment. Mais qu'est-ce que je vais en retirer? Je ne sais pas. Voilà. Et quel était finalement l'objectif de ce roman? Je ne sais pas non plus. Donc, la chronique que je suis en train de vous faire, elle est un petit peu mélangée, mais finalement, c'est un petit peu exactement comme ce que je ressens avec ce roman, en fait, où je suis un peu perdue, un peu égarée au milieu de la littérature. Voilà. Mais tout comme La Route, voilà, ça reste un grand classique. C'était un de mes objectifs de ce mois, vraiment également, de lire ce titre qui était dans ma pile à lire depuis un petit moment. Je suis contente de l'avoir découverte. Il y a une série télé dispo sur Amazon Prime. Je ne sais pas si je la regarderai, alors vous n'êtes pas sans savoir, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises sur cette chaîne, que je ne suis pas du tout ni film ni série télé. À voir. Peut-être que je regarderai juste le premier épisode pour voir si la série m'aide un peu plus à comprendre les tenants et les aboutissants de ce texte. En tout cas, je vous le recommande malgré tout, hein, si vous voulez découvrir un grand classique, et peut-être que pour vous, ça sera plus limpide. Voilà, en tout cas, les idées de l'auteur seront, je l'espère, pour vous, plus accessibles que pour moi. Un autre titre qui est une novella de la fameuse collection Une heure lumière publiée au Bélial, c'est Le Fini des mers de Garner Dozois. Ici, donc, c'est une nouvelle où on a des vaisseaux spatiaux qui atterrissent à différents endroits de la Terre. Et la question qu'on va se poser dans ce roman, c'est sont-ils amis ou ennemis? Que viennent-ils faire là? Donc, le classique, hein. Je pense que c'est une nouvelle assez ancienne, il me semble. Voilà, c'est publié en 1973, puisque je crois que Garner Dozois n'écrit quasiment plus aujourd'hui. Si le nom vous dit quelque chose, il a sorti des recueils des compilations
de nouvelles en accord avec, enfin en duo avec George Martin, l'auteur de Game of Thrones. C'est peut-être pour ça que ce nom vous dit quelque chose. Donc on va avoir d'un côté ces vaisseaux spatiaux qui atterrissent à différents endroits de la Terre, et d'un autre côté on va suivre un petit garçon qui s'appelle Tommy, qui est dans une famille complètement dysfonctionnelle, qui est un gamin complètement paumé, et qui a plus ou moins la capacité de voir des choses qui n'existeraient pas. Voilà. Donc on a ces deux parties de l'histoire, on va les suivre en alternance. Alors j'aime beaucoup les points de vue alternés, donc moi j'adore ça. Voilà. Donc on avait un chapitre avec l'humanité et leur réaction par rapport aux vaisseaux extraterrestres, et l'autre chapitre avec Tommy et comment se passe sa vie à l'école. On est principalement sur ces deux axes-là. J'ai passé, moi, un très bon moment avec cette nouvelle, franchement. J'ai bien aimé. L'écriture, elle est un peu ancienne, donc elle a un côté un petit peu classique, voilà. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur cette nouvelle? Ça reste quelque chose de court, j'ai pas envie de trop en dire pour vous spoiler. Si vous aimez les invasions extraterrestres, voilà, clairement c'est un titre pour vous. Moi j'ai préféré les parties avec Tommy, voilà. Je me suis assez attachée à ce petit gamin. Alors c'est un peu étrange, on a d'un côté Tommy où on est avec ce qu'il vit et on s'attache à lui, et puis on a après ces chapitres qui sont finalement un petit peu plus distanciés avec les vaisseaux extraterrestres, comment l'humanité va réagir. C'était assez rigolo d'avoir ces deux points de vue. La fin, ça reste une nouvelle, donc la fin elle est un petit peu rapide, ça arrive un petit peu vite. Et puis globalement ça reste un texte qui n'est pas extrêmement joyeux, ni très comment pourrait-on dire, très positif sur l'humanité de manière générale. Donc voilà, c'était sympa, j'ai passé un moment agréable. Voilà, si jamais vous avez l'occasion de tomber dessus, voilà, je vous la conseille, si bien évidemment la thématique des invasions extraterrestres vous branche. J'ai gardé mes deux meilleures lectures pour la fin. Il y a quand même eu une excellente lecture et une bonne lecture. Donc la bonne lecture, ça a été Quitter les monts d'automne de Émilie Kerbalek, que Albin Michel Imaginaire m'a également envoyé et je les en remercie également. Ici, on est dans un univers de science-fiction japonisant. On va y faire la rencontre de la petite Kaori, qui vit donc dans les monts d'automne, où elle est destinée à prendre la relève de sa grand-mère, qui est une conteuse. Dans cet univers, en effet, on n'écrit plus, on raconte les histoires, on les conte. Et Kaori, si tout va bien, devrait prendre la suite de sa grand-mère. Cependant, dans ce monde, l'écriture est interdite. Et vous vous doutez bien que ça va pas forcément être aussi facile que Kaori l'espère. Alors déjà, clairement, moi dans ce texte, il y a deux choses qui m'ont plu tout de suite. C'est l'ambiance japonisante et l'écriture de l'autrice. Vraiment, je trouve qu'Émilie Kerbalek, elle écrit très bien, c'est très agréable. Et dans la première partie du roman, où on va être vraiment dans cet univers des monts d'automne, qui est clairement inspiré de la culture asiatique, elle a, je trouve, très bien réussi à retranscrire tout ce qu'on a dans les romans asiatiques, cette espèce de lenteur, de langueur, de poésie, de la capacité qu'ont les Asiatiques, en tout cas dans leur texte, de prendre le temps, de poser les choses, de faire les choses tranquillement. Elle l'a très bien retranscrit dans cette première partie, et clairement, moi j'ai été vraiment enjaillée sur la première partie, toute première partie du roman. C'était vraiment très chouette, très agréable. Après, on passe dans la seconde partie du roman, qui est bien plus space opéra, bien plus science-fiction que la première partie. Et on a notamment un événement qui tranche vraiment entre cette première et cette deuxième partie. C'est pour ça que je vous parle vraiment de première et de deuxième partie. Il y a cet événement assez horrible, assez traumatisant, qui coupe vraiment cette partie poétique, lente, et puis la deuxième partie qui est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus d'événements, il se passe beaucoup de choses, ça va très vite. Dans cette deuxième partie, qui m'a plu également, mais voilà, un tout petit peu un petit cran en dessous par rapport à la première partie. Attention, cet événement qui arrive là en plein milieu, j'ai pas forcément envie de vous dire précisément de quoi il s'agit, mais il peut être vraiment très choquant pour certaines personnes, en tout cas très angoissant. Donc voilà, sachez qu'il y a un événement très particulier en plein milieu.
que moi j'ai passé, j'ai pas forcément envie de le lire, mais voilà, sachez qu'il y a cet événement-là qui arrive. Concernant la deuxième partie du roman, elle m'a un tout petit peu moins plu parce que moi j'aime beaucoup les ambiances asiatiques, donc forcément j'étais bien dans la première partie, donc la deuxième voilà. Dans la première partie, on se demande également aussi pendant tout un moment, mais où va être la science-fiction? Et finalement, ça arrive beaucoup plus dans la deuxième partie. Deuxième partie, comme je l'ai dit, il se passe beaucoup de choses, c'est beaucoup plus dynamique que la première. Il y a peut-être même parfois un petit peu trop d'événements, peut-être. Ça va très vite, peut-être un petit peu trop vite. La thématique que l'autrice va aborder, elle est assez intéressante. Je l'ai pas vue beaucoup, donc c'était également très sympa. Voilà, clairement, moi je vous le recommande si vous avez l'occasion de tomber dessus. Alors clairement, si vous n'aimez pas du tout les ambiances asiatiques, là pour le coup je vous le recommande pas parce que clairement toute la première partie on est en Asie, on est au Japon, ça y a, en tout cas on est dans un univers typiquement japonais, donc voilà, si c'est pas du tout votre cam, n'y allez pas. Par contre si vous êtes assez adepte, je pense que vous pouvez y aller, vous passerez un très bon moment. En tout cas moi j'ai passé un bon moment, c'était une lecture très chouette et clairement je suivrai l'autrice parce que son écriture m'a vraiment beaucoup plu. Voilà. Et dernier titre que j'ai lu pour ce mois de science-fiction et un titre que j'ai adoré, c'est La guerre olympique de Pierre Pelot. Donc c'est une édition publiée chez Folio SF. C'est un titre qui n'existe, que vous ne pouvez plus trouver en neuf. Par contre en occasion sur différents sites, il est encore tout à fait trouvable. La guerre olympique, c'est quoi? On est en 2222, je crois que c'est ça l'année. Je vérifie. C'est ça, on est en 2222. Et les hommes ne se font plus la guerre du tout, en tout cas plus de la manière conventionnelle qu'on connaît aujourd'hui. Ils ont trouvé une manière de continuer à s'affronter. Tous les 2 ans, toutes les nations envoient un peu sur le même mode que les Jeux Olympiques qu'on connaît, des hommes et des femmes pour s'affronter, mais s'affronter dans tout un tas de compétitions sportives. Ils peuvent s'affronter jusqu'à la mort. Et à chaque compétition sportive qui va avoir lieu, je vais vous donner un exemple. Par exemple, on va dire la boxe. Vous avez des combats de boxe. Si le vainqueur de la boxe, c'est par exemple des combats de boxe, ce sont les États-Unis qui a battu, je dis n'importe quoi, l'Angleterre, eh bien un certain nombre de prisonniers anglais vont mourir dans le pays. Voilà. Donc c'est comme ça qu'ils ont trouvé le moyen de continuer à s'opposer sans forcément détruire toutes les populations ou se battre comme on peut le faire malheureusement actuellement sur Terre. Ils s'affrontent et les perdants, eh bien, ils voient des prisonniers de leur pays mourir. Voilà. Donc ce n'est pas non plus toute la population qui décède, mais vraiment des prisonniers qui ont donc été condamnés pour tout un tas de délits. On est bien évidemment dans une société totalitaire, dans un univers de science-fiction, où vous n'avez pas forcément le droit d'exprimer vos avis, d'émettre des doutes sur cette société également un petit peu particulière. Moi j'ai adoré, j'ai tout de suite accroché à l'écriture de Pierre Pelot. Je pense que je lirai d'autres titres de cet auteur parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que l'idée qu'il développe, je ne l'ai jamais vue nulle part. C'est hyper original, c'est un texte qui a été écrit en 1980, je l'ai trouvé hyper moderne, que ce soit dans l'écriture ou dans les idées. Par contre, attention, si vous êtes sensible, il y a beaucoup de violence, beaucoup de scènes de combat un peu gore, beaucoup de bagarres qui finissent dans le sang. Donc si vous êtes sensible, très sensible à la violence, n'y allez pas. Mais moi, ça ne m'a pas dérangé du tout, c'était très très chouette. En plus, on va avoir des points de vue alternés, on va suivre donc comment il s'appelle, Giorgio. Est-ce que c'est Giorgio On va suivre plusieurs personnages. Donc on va suivre, je crois que c'est Giorgio, ou Greggio. Non, Kojio, j'étais presque. Donc Kojio, qui est un des combattants de la guerre olympique. On va suivre sa petite amie, on va suivre, et ensuite on va suivre 2 personnages, donc 2 condamnés, qui sont chacun dans 2 pays opposés, puisque la Terre est divisée en 2 parties. Donc on va suivre un condamné dans une partie et un condamné dans une autre partie. J'ai trouvé donc, les points de vue alternés, moi j'adore ça, ça nous donne vraiment tous les points de vue et toutes les opinions qu'on peut trouver dans cet univers-là. Donc ça c'était vraiment top, c'est
assez addictif finalement parce que vous avez envie de savoir, vous suivez donc les jeux de 2222, vous avez envie du coup de découvrir comment ça se passe, et puis après vous avez envie de savoir qui va gagner, qui va perdre, quelles vont être les conséquences. Cet univers il nous est dévoilé au fur et à mesure des différents personnages, c'était ça c'est vraiment, c'est très bien fait, franchement j'ai trouvé ça super bien fait. Ça nous pose les questions fondamentales qu'on retrouve régulièrement en science-fiction. La peine de mort, est-ce qu'il vaut mieux sacrifier 10 000 ou 100 000 personnes tous les 2 ans plutôt que des dizaines de centaines de millions en se faisant la guerre, en plus des personnes qui sont condamnées, voilà, donc des vraies questions philosophiques hein, qu'on se pose. Et puis on a donc ces combats très sanglants, très violents qui arrivent, ils veulent absolument gagner, ils sont prêts à tout. Donc c'était top, et sur la fin, je sais plus si c'est les 100, ça doit être les 100 dernières pages je crois, je les ai bouffées, les 100 dernières pages sont hyper addictives, vous êtes vraiment à fond dans la finale un peu de la guerre olympique, hyper addictif, hyper haletant, plein de suspense, vraiment top, vraiment j'ai beaucoup aimé, vous avez compris que j'ai adoré ce titre, je vous le recommande si vous avez l'occasion de tomber dessus, donc en occasion forcément. Excellente lecture, et rien que pour ce titre je suis ravie d'avoir participé à ce mois d'avril autour de la SF. Si Céline me reconduit l'année prochaine, je pense que je le referai avec beaucoup de plaisir. Si vous tombez franchement sur la guerre olympique, n'hésitez pas. Voilà. Ce point lecture est maintenant terminé. Je vous ai donc présenté 8 titres. Alors, comme vous l'avez vu, malheureusement, je n'ai su loin d'avoir eu que des excellentes ou des très bonnes lectures. Je suis malgré tout contente d'avoir découvert notamment La Route et puis Le Maître du Haut-Château qui sont des grands classiques de la SF que je suis contente d'avoir découvertes même si je suis un petit peu mitigée sur leur lecture. Et puis La Guerre Olympique dont j'avais entendu beaucoup de bien, qui m'a beaucoup plu, je suis hyper contente. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me indiquer en commentaire si vous avez lu certains des titres dont je viens de parler, si vous êtes du même avis que moi ou pas du tout, auquel cas je serai ravie d'échanger avec vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, ça aide toujours à la visibilité. Vous pouvez également me suivre sur Instagram où je mets un petit peu de manière régulière toutes mes lectures. N'hésitez pas également à me proposer des lectures communes, pourquoi pas, si vous avez certains des titres dont je parle, que vous avez également dans votre pile à lire et que vous aimeriez qu'on lise ensemble. Et je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.